Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Dametsuna, une chaîne consacrée à Hearthstone. Alors pourquoi est-ce que je veux faire des vidéos à Hearthstone? Tout simplement pour le fun, pour s'amuser. Parce que je suis aussi amateur de jeux Blizzard et puis de jeux à jouer, à collectionner. D'ailleurs je suis un ancien joueur de Magic l'Assemblée, avec un tout petit niveau, n'est-ce pas? Non, c'est une blague. Enfin, en tout cas j'aimerais vous faire part de mon expérience en tant que joueur professionnel de Magic pour vous faire progresser pas à pas. Mes vidéos et surtout mes premières vidéos vont donc s'adresser plutôt aux joueurs novices et débutants. Alors dans cette vidéo d'introduction, je vais vous présenter plusieurs concepts en fait, mais je les ai séparés en 4 grandes parties fondamentaux. Donc, ça reste peut-être un petit peu fastidieux pour une première vidéo, mais bon, c'est la base, hein, il faut en passer par là. On fera très vite du ladder ou de l'arène, voilà, montrer des cas pratiques. Alors, donc, je vais vous présenter d'abord les 4 parties. On va faire une partie sur le card advantage, une notion un peu plus spécifique à Hearthstone, mais primordiale, le board présence ou le board control. Ensuite, nous verrons là une grosse partie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la courbe de mana, mana curve en anglais. Et plusieurs sous-concepts associés qui sont le timing, la cloak et le plan de jeu. Et enfin, dernier mais non des moindres, la metagame. Alors, le card advantage, s'il y a un concept essentiel qu'il faut retenir, et tout particulièrement à Hearthstone, mais c'est vrai aussi dans beaucoup de jeux de cartes à jouer à collectionner, c'est bien celui du card advantage. Vous ferez d'énormes progrès rien qu'en pensant constamment à ce concept. Le card advantage, qu'est-ce que c'est? C'est comment utiliser une carte de la façon la plus optimale possible. C'est-à-dire, c'est comment faire en sorte qu'une de nos cartes puisse gérer 2, voire plus de cartes adverses. Donc on va prendre par exemple, on va prendre des exemples simples, pour que ça vous saute aux yeux. Flèche multiple. Donc c'est une carte pour 4 mana cristaux en chasseur qui fait 3 points de dégâts à 2 serviteurs aléatoires chez l'adversaire. Donc si quand je joue cette carte, vous avez en face 2 serviteurs avec 3 points de vie, et bien vous aurez joué une carte, vous aurez géré 2 serviteurs adverses, donc vous aurez créé du card avantage. On va jouer une carte pour 2 cartes. Prendre un autre exemple, c'est un peu plus subtil. Par exemple, vous jouez une très bonne carte de chaman qui est l'élémentaire de feu. D'ailleurs, je vous conseille de la prendre en arène, on verra ça par la suite, si vous prenez chaman. Pour 6, c'est une 6-5, et quand elle arrive en jeu, elle colle 3 points de dégâts à un serviteur ou au héros adverse. Donc quand vous la jouez, vous gérez un serviteur qui a 3 points de vie ou moins, vous aurez généré du card avantage, puisque vous aurez joué une carte, mais vous aurez une 6-5 de votre côté, et vous aurez fait du -1 chez l'adversaire. Dans le même ordre d'idée, on va finir par cet exemple, parce qu'on pourrait continuer indéfiniment. Le mind control, quand je le joue, je prends le contrôle d'un serviteur adverse. Et bien, en fait, quand je la joue, je fais du +1 chez moi, puisque je récupère le serviteur de mon côté, et du -1 chez l'adversaire. Donc ça fait du card advantage direct. Ce que je vais appeler, d'ailleurs, tout ce dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle du card advantage direct, intrinsèque. Donc votre gain est immédiat. Maintenant, on va continuer dans le card advantage, on va parler de ce que je vais appeler le card advantage potentiel. D'une manière générale, je dirais que toutes les cartes à râle d'agonie sont des cartes à carte d'avantage potentiel. Peut-être à part le Seigneur de la Mort et les épées dansantes qui ont des effets non bénéfiques pour nous quand il meurt. Alors le savant fou, là, voilà, par exemple, quand il meurt, il va mettre, si on joue une classe à secret, mais bon, a priori, sinon il n'y a pas de raison de le jouer. Donc quand il va mourir, il va nous permettre de mettre un secret de notre côté. Donc a priori, c'est une carte qui potentiellement génère du card avantage. Maintenant, si vous le faites silence, eh ben, vous n'aurez pas cet effet bénéfique. Donc dans le même ordre d'idée, les AOE. Qu'est-ce qu'un AOE? Un AOE, Area of Effect, ce sont ce qu'on appelle les sorts à effet de zone en français, comme
le Flame Strike, à mon avis l'un des meilleurs AOE du jeu. Bon, il y en a d'autres, Consécration, Nova Sacrée, Flamme Infernale. On va continuer sur Flame Strike puisque j'y suis. Alors, si par exemple je joue Flame Strike et que mon adversaire possède un Drake Azur. Le Drake Azur pour 5 mana, c'est une 4-4 qui fait +1 dégâts des sorts. Donc a priori ça peut être gênant si mon adversaire l'a sur table, surtout si je joue mage ou chaman avec beaucoup de dégâts. Plutôt intérêt à la jouer. Donc, voilà. Si pour 7 mana je joue mon Flame Strike parce que j'ai pas d'autres moyens de le gérer et que la situation l'exige, eh bien j'aurais pas généré du card advantage puisque pour une carte j'aurais géré une carte. J'aurais même fait du card disadvantage puisque l'adversaire en jouant le Drake Azur aura certainement pioché une carte. On va prendre un autre exemple. Si par exemple je joue Flamme Infernale, donc Flamme Infernale, Hellfire en anglais, qui va faire 3 points de dégâts à tous les serviteurs, mais notamment à nos propres serviteurs, ce qui n'est pas le cas de la plupart des AOE. Et bien, si quand je le joue, par exemple, moi j'ai 3 serviteurs de moins de 3 points de vie et que mon adversaire en a 4, et bien j'aurais fait 4 cartes pour 4 cartes, j'aurais pas fait de card advantage. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas jouer la carte. Peut-être que la situation l'exige. D'une manière générale, ne vous abstenez pas de jouer une carte sous prétexte qu'elle ne crée pas de card advantage. Nous verrons d'ailleurs par la suite d'autres concepts clés qui vous permettront de vous aider dans vos choix pour gérer une situation. Mais en général, en règle générale, quand vous gérez une situation et quand vous avez plusieurs choix, celle qui va générer le plus de cartes d'avantage ou parfois faire le moins de cartes désavantages de CD va être la solution la plus envisageable. Voilà, donc nous avons vu le card advantage, en quoi ça peut être une des clés de la victoire. Maintenant, nous verrons dans une seconde partie la notion de board présence ou de board control, qui est une notion qui, à mon sens, est capitale et qui vaut parfois de sacrifier un peu de card advantage. Alors, nous allons maintenant voir qu'est-ce que c'est que le board présence ou le board control. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est tout simplement le fait d'essayer d'avoir sur la table des menaces, serviteurs ou armes, plus conséquentes, plus importantes que celles de votre adversaire. Pour ceci, c'est tout simple, il va falloir deux choses. D'une part, d'essayer de poser nos propres menaces, tout en cherchant à gérer celles de l'adversaire. Je dirais même que la bataille du board est constante à Hearthstone. Et elle est même d'une importance capitale, puisque c'est le fait d'avoir l'avantage sur le board qui va vous permettre d'agresser. Donc ça va vous donner un avantage en termes d'agression par rapport au héros. Et en même temps, on peut dire qu'elle équivaut à du CA, du card advantage. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. Dans la mesure où c'est vous qui aurez l'initiative et qui dicterez les règles en termes d'échange. C'est vous qui choisissez le serviteur, les serviteurs qui vont attaquer et quels serviteurs attaquer. C'est un avantage considérable. D'ailleurs, le joueur défensif, à moins d'avoir des créatures avec charge, lui ne pourra pas faire grand chose que de subir. D'une façon générale, on pourrait même dire que la partie peut très vite tourner en votre défaveur si vous ne pouvez pas gérer les menaces que vous pose votre adversaire. On va le voir avec un exemple, je pense, très frappant. Le Seigneur Ragnaros, pour 8, il ne peut pas attaquer, mais bon, il a une capacité qui est un peu violente, je trouve, fait que à la fin du tour, il va coller 8 points de dégâts à un ennemi. Je connais très peu de créatures qui survivent à une salle de 8. Bon, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis même si elle colle à l'adversaire, donc au héros, ça peut être très très vite contraignant. Voilà, donc là je pense que cet exemple est assez frappant. Maintenant il y a d'autres exemples, c'est pas forcément des légendes, mais même des petites cartes comme Lattice Flamme, le Clerc du Comté du Nord ou le fameux Jongleur de Couteau. Je vais vous parler du Jongleur de Couteau. Pour 2 mana cristaux, c'est une 3-2, donc c'est plutôt des statistiques honorables. Maintenant, la petite capacité supplémentaire n'est pas négligeable. D'ailleurs, on verra plus tard en quoi elle est presque indispensable dans les jeux agressifs. D'ailleurs, je vous expliquerai dans la partie suivante ce que c'est que les jeux agressifs. Donc,
sa capacité, elle fait qu'à chaque fois que vous jouez un serviteur, eh bien, vous infligez un point de dégâts aléatoire au serviteur adverse. C'est-à-dire que non seulement vous posez des menaces, mais en même temps, vous gérez les menaces adverses. A priori, bon, pas nécessairement, mais en tout cas, vous créez beaucoup de difficultés à votre adversaire. Voilà, donc on voit en quoi il faut avoir un minimum de réponses sur le board. D'ailleurs, nous verrons dans la partie suivante, et avec la courbe de mana, en quoi cette notion notion de board présence résonne avec le timing, puisqu'il va falloir gérer les sorts et les créatures au fur et à mesure. Maintenant, maintenant je vais vous parler d'un écueil. Faire attention aussi avec cette notion de board présence. Il faut faire attention aussi à ne pas surinvestir le board. C'est une tendance qu'on a, même parfois en tant que joueur débutant. Il faut aussi penser aux possibilités de gestion de votre adversaire. Donc, notamment à ces fameuses AOE, sorts à effet de zone. Vous pouvez tout simplement perdre ou même vous trouver dans une situation défavorable une partie que vous avez bien commencé si vous en tenez pas compte. Maintenant, n'allez pas non plus, sachant que votre adversaire risque de vous jouer un AOE, donc la tendance inverse, ce serait de déserter son board, c'est-à-dire de ne pas être suffisamment conséquent sur la table pour justifier un AOE, parce que votre adversaire va à ce moment-là jouer d'autres cartes pour vous gérer, et ce sera d'autant plus problématique qu'il aurait gardé ce sort puissant en main. Nous verrons donc par la suite que donc les concepts que je vais vous développer vont vous aider dans vos choix, notamment avec la notion de metagame qui peut vous donner un indice sur les decks de votre adversaire, et puis la connaissance bien sûr des cartes de classe différentes. Bon, alors maintenant, on va passer au gros morceau, c'est-à-dire le troisième concept que je vais introduire, c'est le courbe de mana. Donc la mana curve en anglais, et puis les concepts qui sont... Alors, qu'est-ce ce truc? C'est la répartition des cartes de votre deck, donc les cartes en fonction de leur coût en cristaux de mana. À savoir combien j'ai de serviteurs, d'armes, de sorts à 1 mana, 2 mana, jusqu'à 7 mana et plus. C'est cette courbe de mana, le fait qu'elle soit harmonieuse, qui va vous permettre de jouer des cartes à tous les tours. Ça va déterminer le timing. Le timing, c'est ce que c'est, c'est-à-dire que ça va d'avoir une réponse adéquate au bon moment dans la partie. Donc on dit courbe de mana parce que idéalement, c'est censé faire un petit dôme en fait. Voilà, par exemple, si on prend ce jeu-là, on voit qu'on a une espèce de petit chapeau, donc vers le tour 2, on a un pic à 10 cartes. C'est censé représenter. C'est pas le plus harmonieux qu'on ait, mais bon, c'est censé représenter un dôme. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est d'une façon générale, plus une carte coûte cher en mana cristaux, plus elle aura d'impact sur le jeu. De façon générale, bien sûr, il y a des exceptions. Plus un serviteur coûte cher et meilleur selon ses statistiques, ses capacités. De même que plus un sort coûte cher, plus ses effets sur le jeu seront puissants. Par exemple, il vaut mieux poser au tour 4 en général, il vaut mieux poser un déchiqueteur piloté qu'un golem des moissons. A priori, ça aura plus d'impact sur la partie. Oui, donc le timing aussi, c'est la nécessité. Si on a un deck qui est décurvé, qui a une bonne mana-curve, c'est aussi le fait de pouvoir jouer ces cartes à pleine efficience, c'est-à-dire de pouvoir jouer. Donc, comme l'exemple précédent, au tour 4, de pouvoir jouer un serviteur à 4 mana qui aura plus d'effets sur le board qu'un serviteur à 3 mana. D'ailleurs, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, et je le répète ici, tu me parlais bien insister dessus, la bataille sur le board est d'une importance capitale. Et donc, vous aurez besoin d'avoir un jeu avec une bonne curve de mana pour avoir des réponses. Quand votre adversaire va poser des menaces dans la partie, on va devoir soit poser un serviteur de force équivalente ou alors de pouvoir gérer son serviteur avec nos propres sorts. Sinon, vous allez vite rapidement être débordé, overwhelm en anglais, et la victoire va vous échapper. Donc, globalement, donc pour revenir à la courbe de mana,
c'est aussi un indicateur fort quand vous construisez votre jeu, du moment dans la partie où vous allez vouloir insister pour, lorsque vous créez le deck, pour le moment où vous voulez être fait. Globalement, il y a 3 moments dans la partie, voire 4. Il y a le début de la partie, ce qu'on appelle l'early game, le milieu de la partie, le mid game, et entre les tours 4 et 7 jusqu'à 7-8. Et au-delà, donc ce qu'on appelle le late game, voire l'ultra late game, certains jeux finissant jusqu'à la fatigue, voire plus loin. Donc la fatigue, c'est quand vous avez des cartes à piocher, vous prenez des dégâts de façon constante, 50 dégâts, etc. Ces 3 moments dans la partie vont déterminer 3 grands types de jeux. Et je reviendrai plus tard, il y en a même un 4e. Alors, vous avez par exemple, donc le premier type de deck sera les decks agressifs, aggro. Donc les decks early qui privilégient le début de partie. Ce sont des decks avec beaucoup de cartes, de serviteurs, d'armes, voire d'armes ou de sorts à faible coût de mana cristaux, comme le Hunter Full Face ou le Warlock Zoo. Bon là il y en a peut-être pas beaucoup là. On n'a pas beaucoup de. Donc là je suis sur le compte de notre ami Dr Quao, donc lui il n'a pas beaucoup de créatures, de decks, puisqu'il privilégie plutôt les decks contrôle. Mais bon, enfin voilà, donc vous voyez certainement de quoi je parle. Vous avez certainement dû vous prendre en ladder, notamment le fameux Hunter Full Face. C'est ce genre de jeu qui vont vous être très très fort en début de partie, mais si la partie dure un petit peu, s'il n'a pas réussi à vous enfoncer suffisamment dans les 6-7 premiers tours, ben ça va être très compromis par la suite. Donc ensuite, peut-être qu'il doit y en avoir là, des decks mid ou middle, voire aggro, enfin ce qu'on appelle aggro control. Donc il y a le chasseur mid range, il y a le mage tempo, il y en a d'autres. Peut-être tu peux, voilà, Atis Flamme, mage Atis Flamme, voilà, avec une courbe. C'est pas vraiment le meilleur exemple. Hein. Ouais, celui-là. Bon voilà, ce jeu avec une courbe plutôt moyenne basse. Donc c'est des jeux qui un peu moins rapides que les decks agressifs dont on a parlé précédemment, qui vont vouloir instaurer leur suprématie vers le milieu de partie, mais qui n'auront pas autant d'armes pour les toutes fins de partie, pour les tours 10 et plus, ils vont avoir plus de peine. Voilà, donc pour ces fins de partie. Donc du coup on en arrive au dernier type de jeu, les decks contrôle. Donc c'est des decks qui auront tendance à gagner en puissance au fur et à mesure que la partie avance. Voilà, le mérovingien, le handlock, ça c'est tous des decks qui vont pouvoir briller lorsque leurs cartes à haut coût de mana vont pouvoir être jouées. Les gros géants, Alexstrasza, Dr Boom, Seigneur Jaraxxus, etc. Voilà, c'est des cartes qui ont un effet très puissant sur le jeu et il faut pouvoir les poser. Donc là, c'est vers les tours 8-9, donc c'est pas avant. Donc c'est pour ça que ces jeux vont avoir besoin en début de partie de gérer en tenant le board, soit en posant des créatures à la provocation, en jouant les fameuses AOE, donc on a vu précédemment, ou en gagnant des points de vie. Certaines classes, comme notamment le guerrier ou le prêtre, vont pouvoir gagner de l'armure avec le pouvoir du héros ou des points de vie. Donc ça va pouvoir aussi permettre de gagner du temps de temporiser. Ces 3 types de jeux, j'aimerais rajouter une catégorie supplémentaire, celle de ce que j'appelle les decks combo. Alors par combo, je n'entends pas la capacité du voleur, qui ajoute un effet à une carte si on en a joué au moins une avant dans le tour. J'entends combinaison de plusieurs cartes, mais il faut que ces cartes ajoutées les unes aux autres puissent avoir une force suffisamment importante pour assurer une victoire quasi instantanée. C'est ce que vulgairement, enfin moi je trouve ça un peu vulgaire de les appeler les OTK, les One Turn Kill. On a les 2 plus connus qui sont le fameux druide rampe double combo,
voilà, donc avec, on va en parler plus tard, force de la nature et rugissement sauvage, et le deck guerrier client sinistre. Donc par exemple là, si on prend donc la force de la nature qui génère 3 tréants avec la charge, 3 serviteurs 2-2, plus le rugissement sauvage qui va permettre de donner à nos serviteurs alliés, pas que aux serviteurs justement, à nos alliés aussi, y compris le héros, plus 2 en force, en attaque, et donc ça va pouvoir faire 4 x 3, 12 plus 2 pour l'héros, ça fait 14 points de dégâts d'un coup comme ça, donc ça peut mettre à portée, donc l'idée c'est de pouvoir le jouer au moment où on va assurer le létal, donc le fameux one turn kill, et ça peut faire plus de dégâts si on a déjà des serviteurs sur notre bord. L'autre interaction, donc je parle des 2 decks les plus compétitifs, il y en a d'autres, hein, il y en a bien d'autres, mais malheureusement ils sont pas aussi compétitifs. C'est l'interaction avec l'officier de champ de guerre et le client sinistre. Alors l'officier de champ de guerre en guerrier, l'officier de champ de guerre pour 3 mana cristaux, c'est une 2-3. Et qui va donner la charge à tous vos serviteurs avec 3 de force ou de moins. Et donc en combinaison avec le client sinistre, qui lui va se dupliquer à chaque fois qu'il va subir des dégâts qui ne vont pas l'achever. Voilà, qui survit à des dégâts. Et Dieu sait si dans la classe de guerrier, il y a de quoi blesser ses propres créatures. Donc sans compter qu'il va pouvoir aussi détruire les serviteurs en face qui ont moins de 2 en force. Il va pouvoir aussi se dupliquer de cette façon. Enfin ça dépend de la situation, mais ça va être une possibilité. Et on peut aussi ajouter à cette combinaison le berserker écumant. Donc le berserker écumant, qui pour 3 mana de cristaux, c'est une 2-4, donc qui va arriver, s'il y a l'officier de champ de guerre, il va arriver avec la célérité, avec la charge, et il va pouvoir augmenter. Donc si on a planifié le râle d'agonie de la morsure de la mort, ou si on a un tourbillon, qu'on détruit qu'on inflige des dégâts à tous les serviteurs sur le board, on va pouvoir créer un monstre de monter très très vite et donc assurer un létal. Maintenant, à ces types de jeux, je vois plusieurs contraintes. D'une part, il va falloir résister en début de partie, puisque c'est des combinaisons de cartes qui sont assez onéreuses en mana cristaux, on n'arrive pas avant le tour 8 ou 9. Donc voilà, donc ça c'est un premier hic. Ensuite, le deuxième souci, c'est que malheureusement on n'arrive pas à faire 30 points de dégâts d'un coup, donc il va falloir un peu entamer l'adversaire. Puis il faut aussi une certaine condition pour ces 2 combos, pas pour d'autres, mais qui sont pas forcément d'autres decks qui sont aussi compétitifs, mais pour ces 2 decks combos, il va falloir qu'il n'y ait pas de serviteur avec provocation en face. Et enfin, dernier détail mais non des moindres, il va falloir piocher les cartes de la combo, ce qui parfois peut faire défaut. Mais en revanche, ça va être un réel avantage, même si on n'a pas forcément les cartes de la combo, puisque ça va être limitant pour le jeu adverse. Donc on voit bien que ce type de deck, donc les decks combo, instaure un esprit, une façon d'aborder la partie de façon différente, ce qui nous amène à la notion de plan de jeu. Donc la notion de plan de jeu, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est la stratégie générale, c'est la façon dont on aborde la partie. Cette façon dont on aborde la partie va dépendre donc de la nature de notre jeu, et par conséquent de sa courbe de mana, mais aussi du deck que l'on aura en face, et puis parfois de la situation et de la façon dont sort notre jeu et le jeu adverse. Si je joue un deck agressif et que mon adversaire joue un deck plutôt mid ou plutôt contrôle, a priori ce sera moi l'agresseur. C'est moi qui vais prendre possession de la table en début de partie, et donc tout mon travail consistera à capitaliser sur cet avantage pris en début de partie pour agresser les points de vie de mon adversaire et ou faire des trades, des échanges avantageux. Maintenant, donc on voit en quoi cette notion de plan de jeu peut être claire. Maintenant,
qu'en est-il du cas où on est par exemple d'un jeu agressif face à un jeu agressif? Est-ce que je vais pouvoir faire la course au niveau de l'agression par rapport à mon adversaire, ou est-ce que je vais devoir défendre? Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on rencontre un match mirror, ce qu'on appelle mirror, donc c'est-à-dire quand l'adversaire joue à quelques cartes près le même type de jeu que moi, que le même type de jeu que je joue, ce sera d'autant plus vrai dans ce cas-là. Donc à ce moment-là, souvent il va falloir se référer aux bonnes informations que j'ai de la partie, en fonction de ma sortie, des cartes en main, des cartes jouées par mon adversaire, de ce que j'arrive à déceler de mon adversaire, et nous verrons d'ailleurs dans la partie suivante en quoi la metagame nous sera utile pour nous aider dans le choix. Je me rends bien compte en vous disant cela que ce dernier concept n'est peut-être pas le plus facile à appréhender de tous ceux que je vous ai donnés jusqu'à présent, mais j'ai aucun doute qu'au fur et à mesure et avec votre expérience de jeu, vous allez réussir à affiner votre jugement et à trouver les indices qui vont vous permettre d'avoir les meilleures décisions. Gardez-le dans un coin de votre tête, il va certainement vous être utile par la suite. Dernière notion liée au concept de Manaker, je vais parler de ce que j'appelle la clock. Alors la clock, qu'est-ce que c'est? Ça se réfère pas à la corde quand on joue, le fait qu'on soit limité en temps de réflexion à chaque tour, mais ça se réfère au moment de la partie où votre deck est fort. Je reprends l'exemple qui est à mon avis assez parlant du cas d'un jeu agressif face à un deck plus contrôle. Eh bien votre jeu, admettons qu'on joue face à un deck match contrôle, et moi je joue un deck agressif, peu importe lequel, on va dire que mon jeu a une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'il sera fort dans les premiers tours, mais s'il n'arrive pas à enfoncer suffisamment le clou, à faire suffisamment de dégâts aux joueurs adverses dans les premiers tours, mais on va dire que ça sera de plus en plus compliqué, d'autant plus que au tour 6 ou voire au tour 7, vous aurez des cartes comme le Blizzard ou le Flame Strike qui va pouvoir cleaner votre board, votre table. À l'inverse, imposer une clock peut signifier pour le joueur défensif de ne pas pouvoir jouer ses cartes à pleine efficience, de fait de la pression exercée par le board. Donc ce qui entraîne par exemple de jouer je sais pas, une carte comme Execute sur un gobelin explomage au lieu de le jouer sur son Antonidas ou son Dr Boom, voilà, donc etc. Cette notion justifie parfois le fait de générer du CD, du card disadvantage, notamment si vous avez une créature avec provocation en face, de pouvoir jouer une marque du chasseur par exemple sur la créature et de trade une bête, donc de faire du 2 pour 1, mais de pouvoir agresser avec nos propres serviteurs et donc de gagner en temps. A l'inverse, tout le travail du joueur défensif, du deck control, il va être de chercher à temporiser, on en a déjà parlé, donc c'est-à-dire de gagner du temps, soit en gagnant des points de vie, soit en posant des créatures avec provocation, ou alors en nettoyant le board. Voilà. Donc on va maintenant passer à la dernière notion, qui est la notion de metagame. Alors, dernière partie, la metagame. C'est la représentativité des decks que vous rencontrez sur le ladder. C'est-à-dire, quel type de jeu vous allez rencontrer fréquemment sur Battle.net. Donc le fameux Hunterful Phase, je vous ai déjà rabâché les oreilles avec, mais si je vous en parle, c'est justement parce qu'il est très présent. Guerrier, client sinistre, mage mecha, etc. D'ailleurs, cette metagame varie en fonction du ranking dans lequel vous évoluez. Ce ne sera pas les mêmes decks que vous rencontrez, que vous soyez rang 20, rang 15, 5 ou légende, et au gré des saisons. Et fort heureusement d'ailleurs, parce qu'on s'ennuierait. L'arrivée de nouvelles cartes vont permettre de renforcer certains types de jeux, ou d'en rendre caduques certains autres, voire, et c'est ce qu'on espère à chaque fois, permettre l'arrivée de nouveaux archétypes, c'est-à-dire de nouveaux types de jeux.
connaître la metagame va vous permettre deux choses très importantes. Tout d'abord, vous pourrez adapter votre deck ou vos decks ou éventuellement privilégier tel ou tel type de classe si vous en avez marre de ce fameux Darkfall Face. Privilégiez un deck prêtre, notamment le prêtre chinois. Et puis ça c'est si vous n'avez pas l'argent, sinon le Warrior Control marche très bien aussi. Sinon ça vous permet aussi, donc deuxièmement, une deuxième chose, ça vous permet d'avoir des indications au cours de la partie qui vont vous être très précieuses. Vous n'aurez bien sûr pas la decklist précise de votre adversaire, mais dans les grosses lignes, vous aurez à peu près, vous pourrez savoir à peu près ce qu'il joue. Par exemple, si votre adversaire joue un mage mecha, a priori la seule créature qui aura plus de 7 en force, ce sera le fameux Dr Boom. Donc gardez votre BGH avec une seule idée en tête, Dr Boom. A priori, si cette carte est déjà passée, vous n'aurez plus de raison de la garder en main, sauf si le deck est pas très bien buildé. Encore une autre idée, le deck guerrier. Le deck guerrier contrôle, a priori, ne joue qu'une seule baston. Donc si vous venez de vous prendre une baston, n'ayez pas trop peur de vous imposer sur le board tout de suite après. Vous risquez pas de vous prendre un deuxième AOE, si ce n'est que je vous demanderai de faire attention quand même à Baron Guédon, qui peut combiner à Tourbillon ou le râle d'agonie de la morsure de la mort faire mal. Dernier exemple encore plus significatif, je pense, c'est le cas où vous rencontrez les fameux decks Meule, Fatigue. Donc c'est les jeux, donc souvent c'est en druide ou en voleur, les jeux qui vont chercher à vous faire piocher tout votre deck, et puis même à vous faire piocher au-delà en vous tuant justement à la pioche. Et bien plus vous vous rendrez compte tôt dans la partie, et ben plus vous pourrez lutter efficacement contre ce type de deck. Notamment si vous voyez, bon après peut-être que je ferai une vidéo par la suite dédicacée à comment contrer ces fameux deck Meule. Mais bon, si vous par exemple vous voyez un Seigneur de la Mort, le Murloc qui fait piocher 2 cartes, voilà, le Code Light Oracle, les épées dansantes, voilà. Donc si vous voyez ces cartes là, a priori il y a de fortes chances que ce soit ce genre de jeu que vous ayez en face. Donc là le fait de, c'est un des rares cas où le fait de faire du card advantage est un peu obsolète, un peu, je dirais pas inutile, mais bon voilà. Alors, plutôt de faire du card advantage en piochant, voilà, il faudra se préserver de faire ça. Faire du card advantage sur le board, c'est autre chose. Ah oui, il y a aussi donc en revanche, tout cette, on voit à quel point la notion de metagame peut nous être d'une aide précieuse lors de la partie. En revanche, ça n'aura malheureusement aucune utilité si vous rencontrez des decks que l'on qualifie random, aléatoires, c'est-à-dire peu présents dans la metagame et construits avec les moyens du board. Vous aurez a priori peu de chances de deviner les cartes en face. Et puis ça peut être aussi le cas si vous rencontrez un nouvel archétype. Donc à ce moment-là, votre expérience, votre instinct de joueur vous sera grandement utile, notamment le fait de la classe que vous connaissez, la connaissance de la classe adverse, et ce que vous percevez du deck adverse. Et justement, cette notion de plan de jeu dont j'ai parlé juste avant va être d'une aide très très précieuse, puisque c'est grâce à si vous arrivez à deviner à peu près quel type d'orientation a le jeu en face, c'est grâce à ça que vous pourrez peut-être réussir à gagner malgré l'inconnu en face. Voilà, donc c'était une grosse leçon pour aujourd'hui. Je vous ai présenté les concepts qui me paraissaient fondamentaux, essentiels, et qui j'espère vous feront rapidement progresser à Hearthstone. J'ai bien conscience que pour certains d'entre vous, malheureusement, il va falloir, ou plutôt heureusement, des cas concrets
pour mieux appréhender ces notions clés, mais vous inquiétez pas, très rapidement dans mes prochaines vidéos on va faire des cas pratiques. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires sur la vidéo. Allez, ciao, bonsoir.